Tout a commencé en jouant avec un ami à la PlayStation. On venait de perdre une partie, et en allant chercher à boire, j'ai vu par la fenêtre deux chiens qui s'amusaient. Je les ai observés une petite minute, puis je suis retourné jouer. Tout le monde joue au final. Vous, les animaux, moi. Mais qu'est-ce que ce comportement nous apporte durant notre développement? Je me suis donc mis à la recherche d'un modèle biologique qui serait intéressant de mettre en perspective avec l'homme. Et j'en suis donc arrivé à me demander quelle est l'importance du jeu dans le développement des primates juvéniles. C'est vrai après tout, étudier le jeu chez l'enfant, c'est quelque chose qui est plutôt facile dans la littérature, parce qu'il y a énormément d'articles. Mais par exemple, est-ce que vous savez si le jeu est important chez le développement du macaque du Japon? Là, c'est un peu plus dur tout de suite. Bon, je viens de casser le suspense pour le primate sur lequel on va travailler. Mais bon, tant qu'on y est, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le macaque japonais. Chez les primates, on retrouve une grande diversité des systèmes sociaux, qui découlent de différents facteurs de sélection sexuelle et de conditions écologiques, comme par exemple la prédation, le parasitisme, la présence de ressources ou la présence de congénères dans les alentours. Et il s'avère que Macaca fuscata, le macaque du Japon, est un primate qui vit en plus ou moins grands groupes et où on retrouve des comportements de jeu. En plus, c'est une espèce qui est despotique, donc on va pouvoir voir si les rapports de dominance modifient le jeu. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette idée de vidéo en jouant à la PlayStation. Cependant, je suis pas sûr que le mot jeu se réfère à la même chose. Et le souci avec le jeu, c'est qu'il faut une définition précise, mais que chaque chercheur a sa définition à lui-même, en fonction de ses recherches. Dans cette vidéo, nous utiliserons donc la définition d'Étienne Potier, qui est éthologue. Le jeu est une activité intentionnelle, aussi bien dans ses motivations que dans ses manifestations, c'est-à-dire de signaux spécifiques, qui se déroule dans un contexte de détente, en dehors des contraintes physiologiques, et de liberté, en dehors des contraintes liées à l'environnement et au groupe. Il va se manifester par des comportements souvent innés, mais réorganisés au hasard de détours ludiques, afin d'en améliorer l'exécution, le répertoire, et aussi d'acquérir le plus possible d'informations sur l'entourage. Effectivement, c'est une définition qui est un poil plus complexe que celle générale, mais cependant, il est important de bien définir ce terme-là afin d'être clair pour le reste de la vidéo. Je trouve vraiment Mesmer et pourtant je sais que vous jouiez lorsque vous étiez enfant. Et même sans connaître votre père ou votre ancêtre athénien, je suis persuadé que eux aussi jouaient lorsqu'ils étaient enfants. De la naissance à l'arrivée à l'âge adulte, tous les enfants jouent régulièrement. Mais bien sûr, ils jouent de manière différente suivant leur âge, suivant leur époque, suivant leur environnement matériel, suivant leur environnement social, suivant leur lieu d'habitation, etc. Mais ils jouent quasiment tous. En faisant mes recherches sur une approche éthologique du jeu chez l'enfant, je suis tombé sur la vie de Master 2 de Delphine Descamps, où elle parle de la relation entre enfant et chien et le jeu zooludique. Cependant, elle y dresse un tableau qui parle des premiers jeux chez l'enfant. Du coup, je vous laisse mettre en pause si vous voulez le lire plus attentivement. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas Mesmer, du coup je ne savais pas si les macaques du Japon, Macaca fuscata, jouaient ou pas durant leur développement. Pour y remédier, je me suis intéressé à une étude en particulière, celle de Masaki Shimada, qui est primatologue et éthologue au Japon, et de Cédric Sueur, qui est éthologue, enseignant-chercheur et qui travaille à l'IPHT de Strasbourg. Avec Cédric Sueur, j'ai eu l'honneur de faire un stage en début juin qui a été vraiment super. Et si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai fait des vlogs de stage qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Ils sont tous disponibles. En tout cas, ces deux personnes ont fait une étude sur les juvéniles macaques du Japon et les jeux sociaux. Ils ont mené des recherches sur le terrain où ils observaient un groupe de macaques japonais dans la forêt de Kinkazan au Japon, et ça de l'automne 2007 au printemps 2008. Ils observaient un groupe de 28 individus, dont 11 juvéniles, âgés de 1 à 4 ans, et tout ça pour une moyenne d'observation par individu de 23,4 heures. Et durant les heures où ils ont été observés, globalement tous les jeunes juvéniles ont eu des comportements de jeux sociaux. Pour ces 11 juvéniles, ils ont passé en moyenne 5,4% de leur temps à jouer de manière sociale. Maintenant, on va reprendre toutes les informations qu'on a depuis le début. Que ce soit chez l'homme ou chez le macaque japonais, globalement, le jeu est un comportement que l'on retrouve chez les deux espèces. Bien évidemment, des fréquences différentes et de manière différente, mais chez les deux espèces, on retrouve du jeu. Et c'est déjà un bon début. En 1966, Stuart Brown a travaillé en tant que psychiatre consultant dans une affaire au Texas. Cette affaire a impliqué Charles Whitman, qui a tué sa mère, qui a tué sa femme, et ensuite qui a escaladé à Texas Tower, où il a tué 17 autres personnes et en a blessé 41. Le docteur Brown a ensuite découvert que le père de Charles Whitman était extrêmement autoritaire. Il avait aussi abusé de Charles Whitman et l'avait empêché de jouer durant tout le long de son enfance. Il a ensuite fondé le National Institute for Play, où il a découvert l'importance du jeu chez l'enfant, grâce à ses recherches, mais aussi grâce à des entretiens qu'il a passés avec 8000 personnes, où il les a questionnés sur leurs habitudes de jeu et sur leur profil de jeu.
Il en a conclu que les personnes ayant joué durant leur enfance et continuant à jouer réussissaient généralement mieux, et que priver des personnes de jouer durant leur enfance pouvait avoir, et avait la majorité du temps, des conséquences dangereuses à long terme. Ce que l'on sait, nous, c'est que le jeu est un comportement qui est quand même pas mal développé, que ce soit chez les primates humains ou non humains. Pourtant, le jeu utilise beaucoup d'énergie, il va souvent éloigner les jeunes de leurs parents, ça va un peu les mettre en danger. Du coup, à première vue, on a l'impression que le jeu n'a pas grand intérêt, si ce n'est le divertissement. Mais en vrai, quels sont les avantages du jeu? Quelles sont les conséquences s'il n'y en a pas? Quels sont les bénéfices? En d'autres termes, à quoi ça sert de jouer? Nombreux sont les professionnels qui ont cherché à catégoriser les différents types de jeux qui apparaissent au fil du développement de l'enfant. Cependant, ils parlent tous de même chose, mais avec des mots différents. Du coup, j'ai tranché en me basant sur la description du National Institute for Play. Ces derniers décrivent 7 types de jeux, mais je vais en développer seulement 4. Tout d'abord, il y a le body play, dans lequel un bébé explore les façons dont son corps fonctionne et interagit avec le monde. On retrouve une activité locomotrice et rotationnelle qui aide à la coordination corporelle et façonne le cerveau pour qu'il soit plus résilient et prêt à l'inattendu. C'est aussi en grande partie un moyen pour l'enfant de développer une compréhension spatiale d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Ensuite, il y a le object play, où le jeune joue avec différents types d'objets, ce qui stimule le cerveau et développe plus que de simples compétences de manipulation. Cela permet entre autres aux enfants d'explorer les fonctions des objets et de développer des outils. Il y a aussi le social play, qui est l'une des formes de jeu les plus complexes. Le jeu social aide les enfants à établir des normes sociales. Au fur et à mesure que les jeunes participent à des jeux en groupe, ils développent des compétences interpersonnelles qui les aideront à avoir des amitiés et des relations fructueuses à l'âge adulte. D'après le psychologue et biologiste Jean Piaget, ce genre de jeu fait surface pendant la période sociale, c'est-à-dire de 7 à 11 ans. C'est l'apparition des jeux à règles. Véritable institution sociale se transmettant de génération en génération, on a là un exemple de culture au sens éthologique du terme. Et enfin, il y a le jeu d'imagination et de simulation. D'après Jean Piaget, c'est grâce à ce jeu que les enfants peuvent coller au modèle ou s'en détacher, laisser libre cours à leur imaginaire. Pour lui, l'expression de l'imaginaire permet le passage de l'imaginaire débridé à une imagination structurée. Langage oral, langage écrit, dessin, musique. C'est une transition avant de passer au langage des adultes qu'ils ne maîtrisent pas encore. Les autres types de jeux sont l'attenuation play, le storytelling narrative play et le transformative integrative and creative play. Et pour cela, je vous laisse regarder dans les sources afin de plus en apprendre parce que j'ai pas le temps de tout développer ici. Comme l'avait découvert Stuart Brown dans son enquête, le jeu permet à l'Homo sapiens de développer des compétences sociales, de se comprendre et de se situer dans son environnement social et d'avoir une psychologie qui est stable. Le jeu permet aussi aux jeunes de développer une compréhension spatiale d'eux-mêmes et du monde qui les entoure, de développer une coordination corporelle et aussi d'utiliser les premiers outils et d'apprendre à les manipuler, ce qui est primordial chez l'homme. Il permet enfin de passer d'une expression débridée au langage des adultes. En d'autres termes, nous avons vu chez l'enfant Homo sapiens que le jeu permet un développement cognitif, physique, psychologique et social. Mais est-ce de même chez Macaca fuscata? Bon, pour les macaques Japon, je suis désolé, il n'y a pas d'histoire de meurtre, etc. qui découle sur des découvertes sur le jeu. Par contre, il y a certaines études qui s'intéressent à la dominance dans le jeu, mais aussi qui s'intéressent aux différents types de jeux ainsi qu'à leurs fonctions. Chez les primates, on observe de grandes différences entre les espèces qui sont despotiques, c'est-à-dire avec une hiérarchie de dominance qui est raide, avec des conflits qui sont relativement graves et peu de réconciliation, et les espèces qui le sont moins. Eh bien, Victor Beltrán-Francé et 7 autres chercheurs se sont intéressés au style de dominance et aux jeux sociaux, en tout cas le lien entre les deux, en comparant les jeux sociaux chez les macaques de mort et les macaques du Japon. Chez les macaques de mort, qui sont moins despotiques que les macaques du Japon, ils ont montré une occurrence plus forte de jeux solitaires et de jeux sociaux, tandis que pour les macaques japonais, ils ont montré qu'au contraire, il y avait plus d'interactions sociales de toilettage. De plus, les macaques de mort jouent en groupes plus nombreux, montrent une plus grande variété de comportements de jeu, des taux de phase de jeu plus élevés et des taux plus élevés de morsures de jeu réciproques que chez les macaques du Japon. Tandis que les escalades agressives, bien que rares, étaient malgré tout plus fréquentes chez les macaques japonais. Depuis la naissance de l'éthologie objectiviste, dans les années à peu près 40, le jeu est un comportement qui est très étudié. Du coup, les éthologues ils ont séparé le jeu en 3 catégories différentes. Tout d'abord, les jeux locomoteurs, comme sauter, rouler, courir, etc. Les jeux d'objets, où ils vont avoir des objets qui vont pouvoir casser, lancer, taper entre eux, jouer avec quoi. Et les jeux sociaux. Et c'est avec ces 3 jeux qu'on va s'intéresser aux macaques du Japon. Les macaques du Japon jouent de manière sociale. Ça peut être en faisant des combats à plusieurs, ou bien en faisant des courses-poursuites, comme dans la vidéo ici.
L'étude réalisée par Masaki Shimada et ses lecteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure a émis plusieurs hypothèses, parmi lesquelles l'hypothèse que le jeu social chez de jeunes primates renforce leurs liens sociaux dans les activités quotidiennes, tout comme le toilettage social. Les résultats de leur étude appuient en partie leur hypothèse et permettent de dire que L'hypothèse selon laquelle la fonction biologique du jeu chez les macaques japonais immatures est de renforcer leurs liens sociaux dans un proche avenir et de développer leur vie sociale semble correcte. Pour les macaques juvéniles, le jeu social, plutôt que le toilettage, fonctionne comme un mécanisme social important pour renforcer leurs relations d'affiliation. d'autres observations décrivent un jeu qui est mixte entre un jeu social et un jeu d'objets, à savoir le Social Object Play. Il s'agit d'un jeu social utilisant un objet portable, c'est-à-dire qu'un objet va être utilisé dans des jeux sociaux, comme des tirs à la corde, des sortes de courses-poursuites, des sortes de combats, et aussi des phases plus calmes. À savoir que cet objet va changer fréquemment de porteur. Un chercheur dont j'ai déjà parlé tout à l'heure s'est intéressé à ce type de jeu. En effet, M. Shimada a observé 41 individus de 0 à 4 ans de la troupe E d'Arashiyama pendant 38 jours, pour un total de 247,6 heures. Je vous ai déjà parlé de méthodon-éthologie. Je crois pas. Du coup, c'est vraiment l'occasion de voir comment M. Shimada a observé les individus afin de mieux comprendre le Social Object Play. En gros, dès qu'un jeune individu prenait un objet, il commençait à suivre l'objet et à noter toutes les interactions successives qu'avait le porteur avec les autres individus, et ça dans un rayon de 3 mètres autour de l'objet. Si l'objet focal changeait de porteur, il notait l'heure et continuait à suivre l'objet. Et si l'objet était au sol et pas touché pendant plus de 3 minutes, il considérait que le jeu était fini. Au final, il a enregistré 141 phases de jeu et 135 objets utilisés. Maintenant, si je vous disais que les macaques du Japon jouent aux osselets, mais vous ne me croiriez pas, et vous avez seulement à moitié raison. En fait, le dernier type de jeu qui m'a intéressé s'appelle le Stone Handling. Il s'agit d'un jeu solitaire dans lequel le macaque joue avec des pierres de manière non ludique, de manière non instrumentale et de manière polyvalente, comme vous pouvez le voir maintenant. Cette activité comprend actuellement environ 45 patterns, comme rassembler des petites pierres en un tas, les taper entre elles, frapper le substrat avec les pierres, ou bien les prendre, les relâcher, etc. Comme ce jeu m'intriguait, j'ai décidé de pousser un peu plus mes recherches. Eh bien, je ne suis pas le seul, puisque Charlie Einarledge, Jean-Baptiste Leca et Michael Huffman ont fait de même en 2006. Ils ont mené une étude systématique avec la troupe de Takahama qui se trouve au Primate Research Institute à Kyoto. Et ils ont évalué plusieurs hypothèses afin de comprendre et d'expliquer les fonctions du stone handling. Tout d'abord, ils ont pu écarter une hypothèse, celle que le stone handling dérive d'un comportement de recherche de nourriture mal orienté, parce qu'en fait, il n'y avait aucune relation claire entre le moment de l'alimentation et le stone handling, en tout cas son apparition. Ce qu'ils ont pu déduire par contre, c'est que chez le jeune immature, le stone handling est cohérent avec l'hypothèse qu'il s'agit d'un entraînement moteur, et donc qui joue un rôle neuronal et cognitif dans le développement de l'immature. Mais étant donné que le stone handling continue à l'âge adulte, bien que les schémas de manipulation soient différents et plus stationnaires, et que ce comportement apparaît le plus souvent en fin de journée, ils ont dû formuler une autre hypothèse sur son rôle et sa fonction chez l'adulte. D'après eux, il pourrait s'agir d'un comportement psychologiquement relaxant qui fonctionne finalement pour maintenir et régénérer les voies neuronales et qui contribue potentiellement à ralentir la détérioration de la fonction cognitive associée à l'âge avancé chez les macaques approvisionnés et captifs de longue durée. Dans cette vidéo, on a mené une approche descriptive de ces deux espèces de primates différentes, Homo sapiens et Macaca fuscata, afin de voir l'importance du jeu dans le développement des primates juvéniles. Globalement, on retrouve les mêmes types de jeux chez Homo sapiens et chez Macaca fuscata, à savoir des jeux locomoteurs, des jeux d'objets et des jeux sociaux. Chez l'enfant, le jeu permet de développer une compréhension spatiale du monde qui les entoure et de soi-même, et aussi de développer des compétences sociales, ce qui est hyper important dans notre espèce, surtout quand on voit le manque d'interaction sociale et les conséquences que ça a chez les jeunes et les très jeunes. Cela a aussi permis aux enfants de comprendre et de s'approprier le langage des adultes. Chez les jeunes macaques du Japon, le jeu social permet, comme chez l'humain, de développer des compétences sociales, mais aussi de créer des liens entre les individus.
Sachant que c'est super important parce que cette espèce elle vit en groupe. Et du coup se retrouver isolé dans la nature, c'est vraiment souvent synonyme de mort. Tandis que les autres types de jeux permettent aux jeunes juvéniles de développer des compétences cognitives, neuronales et locomoteurs. Pour conclure, on sait que le jeu est nécessaire au bon développement des primates et aussi à tous les autres animaux. C'est pour ça qu'il est super important si vous avez un animal de compagnie de bien s'en occuper, de le faire jouer, de le faire sortir. Et de même si vous avez un enfant, qui ait des amis, qui puisse s'amuser, etc. Parce que sinon, comme Charles Whitman, il va avoir des soucis psychologiques. Du coup, c'est super important d'y porter une grande attention. Comme j'ai dit, le jeu joue un rôle important dans le développement. Du coup, moi je vous laisse, je vais faire un foot. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté, et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!